Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien, en ma qualité de délégué général de la Fédération française de l'assurance, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement le président Mohamed Hassan Ben Salah, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, pour l'invitation à participer à ces journées. Alors, nous avons un thème: quelle stratégie digitale pour les assureurs? Et donc, avec les panélistes que je vais présenter, on va essayer, dans le temps qui nous est imparti, de pouvoir vous délivrer quelques messages, même si je regrette personnellement de ne pas être accompagné par le petit personnage que nous avons vu au début et qui nous permettrait de nous assister, voire peut-être de nous remplacer. Alors, les intervenants, je voudrais commencer bien sûr par M. Zouheir Ben Saïd, président du directoire de RMA Watania, compagnie d'assurance du groupe Financecom, dont il est également le vice-président directeur général. Il est également membre de plusieurs conseils d'administration et donc grand spécialiste au travers de sa longue expérience dans les secteurs bancaires, financiers, industriels, des questions que nous allons évoquer. À ma gauche, M. Christophe Engoulevent, directeur associé de Roland Berger, associé senior, bureau de Paris, 30 ans d'expérience, là aussi, dans le conseil en direction générale, dont une vingtaine au service des assureurs à l'échelle internationale. À ma droite à nouveau, M. Laurent Bouchon, qui, lui, est directeur du pôle service de Groupama SA, assurant les fonctions de directeur général, qui a eu une très longue carrière au niveau de Groupama Région, GAN Patrimoine également, et qui a fait sa carrière aussi dans de nombreuses autres sociétés d'assurance. Et puis M. Cyril de Montgolfier, à ma gauche, qui est actuellement directeur général de la société La Parisienne d'assurance et qui précédemment a été pendant de nombreuses années au sein du groupe AXA, en charge de plusieurs fonctions, notamment responsable de la région Europe centrale et l'Est, directeur des affaires européennes institutionnelles et précédemment directeur des ressources humaines d'AXA France. Nous sommes tous les cinq pas forcément jeunes pour aborder ce sujet de la digitalisation. Peut-être aurait-il fallu avec nous également quelqu'un plus jeune, voire une femme, puisqu'on m'a fait la remarque que le panel était uniquement consacré avec des hommes. Alors, permettez-moi juste quelques mots d'introduction par rapport au thème. L'assurance, bien sûr, c'est une activité de service qui est en pleine mutation en raison de facteurs technologiques. On a parlé ce matin, les objets connectés, les données massives avec le big data, les maisons connectées, les véhicules connectés autonomes demain, l'e-santé, toutes ces innovations, bien sûr, qui constituent des défis pour le secteur de l'assurance. Le consommateur, lui aussi, est à l'origine de bouleversements pour les assureurs. Il est connecté, il souhaite des réponses quasi immédiates depuis n'importe quel dispositif en sa possession. Un smartphone, une tablette, un ordinateur, il est un des acteurs au centre de la révolution digitale. C'est lui qui impose son rythme aux entreprises, lesquelles doivent suivre. De plus, il a tendance à renoncer à la propriété au profit de l'usage, contribuant au développement de l'économie collaborative. Ces nouveaux comportements du consommateur se traduisent par l'émergence de nouvelles attentes et de nouveaux risques pour lesquels des offres d'assurance innovantes doivent être imaginées. Au sein de la Fédération française de l'assurance, nous tentons de concilier ces différentes exigences en rassemblant dans de très nombreux groupes de travail
composé de toutes les compétences pluridisciplinaires, de nombreux spécialistes, bien sûr, et tous ces travaux menés depuis quelques années maintenant conduisent la profession à se doter de nouveaux instruments, de nouveaux éléments. Le cerveau humain est capable d'analyser une suite d'images 60 000 fois plus vite qu'une suite de mots. Les infographies, la vidéo, les interfaces, jamais plus de 2 clics, ont donc, selon nous, de beaux jours devant eux. Mais à chacun de déterminer quelle stratégie lui semble la plus adaptée. Il nous semble à cet égard que dans un certain nombre de pays en forte croissance et au taux d'équipement en terminaux mobiles très élevé, c'est le cas de la Chine, c'est également le cas du Maroc, le digital pourra consister en une stratégie mobile first, voire mobile only. Juste une illustration, elle est chinoise. Zhong'an Insurance, fondée par Alibaba, Tencent et le deuxième groupe d'assurance vie chinois, fondé en 2014, il y a 2 ans, assurance 100% digitale sur smartphone, pas de commerciaux, pas d'agents, ni de courtiers. 99% des demandes d'indemnisation sont automatisées sans intervention humaine. Il y a 15 000 demandes d'indemnisation traitées par seconde. Il y a, à l'heure où je vous parle, 150 millions de clients dès la première année. Ça représente, nous semble-t-il clairement, une vision de ce que pourrait être l'assurance du futur. Donc maintenant, j'invite bien entendu le premier panéliste, en l'occurrence M. Zouhair Bensaïd, à présenter les évolutions sur le sujet. Merci. Alors, mes chers amis, je crois que vous avez pu le constater, je suis là. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, et ce que vous voyez, ce n'est pas mon hologramme. J'ai décidé d'être présent ici, en chair et en os, pour partager avec vous quelques réflexions relatives aux nouvelles transformations qui sont en train d'affecter notre monde d'aujourd'hui. ADSL, fibre optique, haut débit, 3G, 4G, 5G, UX, CX, AirPlay, Full HD, 4K, Smart TV, Smartphone, Smart Home, Smart Car, Smartwatch, large capacité, haute fidélité, redondance des données, cloud, assistant virtuel, intelligence artificielle, réalité virtuelle, blockchain et autres big data. J'espère que vous avez retenu tout ce que je viens de dire. D'ailleurs, je m'imagine la tête de mes collaborateurs en charge des technologies dans la compagnie et qui connaissent mes limites en la matière, ils doivent être morts de rire. Mais, par les temps qui courent, avons-nous vraiment le choix? Avons-nous le choix de rester en marge de cette vague qui est en train de tout prendre avec elle? En initiant volontairement cette avalanche de termes high-tech, je n'ai fait qu'une seule chose, c'est de vous replonger dans le bain technologique ambiant et dans lequel, aujourd'hui, personne ne peut échapper. En fait, la technologie a toujours ponctué nos vies. Depuis l'invention de l'électricité, la digitalisation semble aujourd'hui représenter l'une des révolutions majeures. Nous convenons tous que le temps où ceux qui parlaient de digitalisation étaient qualifiés de doux rêveurs est dépassé. Et nous convenons aussi que si on avait continué à considérer ce phénomène appartenir à un avenir éloigné, prétextant un environnement inadapté ou non encore prêt, nous n'aurions jamais réalisé que la technologie évoluerait aussi rapidement. Avec l'ère de l'information, des systèmes pour gérer une data de plus en plus nombreuse et diversifiée ont été mis en place. Mais 2 préoccupations essentielles: traçabilité et disponibilité de l'information. À la fin des années 50,
a émergé le besoin de traiter cette data, de la croiser, de pouvoir en faire la base de prise de décision rapide et informée. C'était l'âge d'or de l'intelligence data. Quelques décennies plus tard, au début des années 2000, des systèmes encore plus performants ont permis d'analyser différentes données en quelques secondes et traiter des milliers d'opérations, voire des millions, en quasi instantané. Mais, malgré ce grand pas, ne communiquant pas entre eux, ces systèmes n'offraient que des visions partielles. Et du coup, l'interopérabilité devenait une nécessité majeure. Elle faisait ainsi naître les premières réflexions autour de ce qui est appelé communément aujourd'hui l'intelligence artificielle. Voilà, le digital est bel et bien là, dans nos vies personnelles, mais également dans notre quotidien professionnel. Par digital, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas uniquement d'informatique, qui en est certainement un support, mais d'une nouvelle forme, une nouvelle vision et d'une nouvelle manière de faire qui sont totalement innovantes et en rupture avec notre quotidien. La transformation vient déjà du fait que la technologie est aujourd'hui drivée par une nouvelle population, une population de jeunes créatifs et d'un type nouveau. Ils sont hackers, développeurs, makers, start-upers et autres appellations qui viennent rompre tout le business model de l'IT et de toute la tech industry, tous secteurs confondus. Ces nouveaux acteurs ne suivent pas de règles. Non, leur seule devise, c'est l'innovation. Maintenant, pour le secteur qui nous concerne, la donne est assez différente. Pour les assurances, rappelons-nous, et j'enfonce des portes ouvertes avec l'auditoire que j'ai, les règles sont extrêmement importantes, voire rigides, que ce soit dans la gestion des risques ou dans le respect de la réglementation, ainsi que dans la protection des données et la sécurité technologique. Bon, digitaliser l'assurance, oui, je veux bien, mais dans quelle optique? Et armé de quels outils? Dans le monde de la technologie, on parle souvent de révolution, et on l'a entendu ce matin à plusieurs reprises être redite et dite et redite. Le smartphone a bien révolutionné le monde de la téléphonie, comme la 4G a révolutionné notre manière de consommer Internet. En fait, l'assurance a besoin de beaucoup plus que cela, beaucoup plus qu'une révolution. Ce métier a besoin d'une rupture technologique. Il a besoin de désobéissance technologique. Mais la désobéissance technologique, vous allez me dire, c'est quoi? Ben écoutez, la désobéissance technologique, c'est cette nouvelle réinterprétation de la technologie, au-delà des règles de l'électronique, de l'ingénierie ou du génie logiciel, pour créer de nouveaux concepts. La désobéissance technologique, c'est ce qu'a fait Apple face à IBM. C'est ce qu'a fait Google face à Yahoo. C'est ce qu'a fait Facebook face à MySpace. C'est le concept même du think different. Ouais, penser différent. Mais penser différent n'est pas qu'un simple slogan. C'est une manière d'être, c'est une marque de fabrique, c'est une devise et un engagement d'excellence, loin des conventions et des standards. Alors, comment pouvons-nous penser différent dans notre secteur qu'est l'assurance? Fondamentalement, et selon moi, 5 transformations radicales seront nécessaires. L'assurance de demain se doit d'être une assurance en temps réel, où les assurés sont connectés à leur compagnie et à leur agent ou courtier de manière permanente et en multicanal. L'assurance de demain se doit d'être une assurance disponible partout et en tout temps, via des plateformes dématérialisées et disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'assurance de demain se doit d'être une assurance personnalisée, s'adaptant au moment et au style de vie de ses assurés et accessible, quel que soit le canal de distribution. Ça simplifierait et automatiserait toutes les interactions et échanges entre les différents acteurs. L'assurance de demain
ce doit être une assurance prédictive, qui connaît son assuré, ses préférences, ses habitudes, ses besoins, et qui l'accompagnerait et le protégerait automatiquement tout au long de sa vie. Et finalement, l'assurance de demain devra s'appuyer sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, l'intelligence artificielle, qui, elle, aura comme rôle et qui saura décider du fait de l'accès à un historique médical d'un patient, à un historique d'entretien d'un véhicule ou à des plans d'architecture des appartements d'un immeuble, quand il faudra dépêcher une ambulance, quand commander des pièces suite à un accident ou quand alerter un assuré lorsqu'il risque d'avoir une crise cardiaque. C'est aussi l'assurance qui déclenche l'indemnisation dès la détection du sinistre sans déclaration préalable. On est presque à payer un sinistre avant même qu'il y en ait un. Dans ce cadre, l'assurance utilisera une technologie transparente, voire invisible et extrêmement efficace pour ses assurés. Cette transformation concernera bien entendu l'ensemble des réseaux de distribution qui seront également gagnants. Les agents et courtiers, eux, franchiront aussi le pas, accélérant leur processus et améliorant leur marge. Le temps passé à gérer des dossiers sera révolu et il sera plutôt alloué à de la relation client. Plus de temps sera donc consacré à fidéliser ses assurés et à en recruter de nouveaux. Et tout cela sur de nouveaux canaux digitaux mis à disposition de ces intermédiaires par les différentes compagnies. Et pour ce faire, le secteur aura besoin de s'appuyer sur de la business intelligence et sur le big data. Le secteur devra s'adapter pour que l'information vive sur une blockchain, fluidifiant les échanges entre les différents intervenants, assureurs, courtiers agents, hôpitaux, garagistes, centres d'analyse, et j'en passe. Le secteur sera amené à revoir ses process opérationnels en ligne avec la nouvelle orientation digitale. And last but not least, modulo le volet sécurité, le secteur sera obligé de transformer son cadre juridique et réglementaire afin de les mettre en cohérence avec les évolutions technologiques du métier. La digitalisation est finalement une opportunité majeure pour le secteur. Le digital nous poussera résolument vers une meilleure connaissance client à travers les différentes applications et les différents espaces interactifs. Cette connaissance entraînera inéluctablement la création accélérée de plus d'offres adaptées et touchant des niches réputées inaccessibles par le passé. Le digital induira aussi une amélioration structurelle de la maîtrise des risques. Ça va être l'émergence d'une assurance capable d'anticiper les sinistres majeurs, minimisant leur impact. Soyons plus concrets. Imaginons une MRH connectée qui identifierait les premiers signes d'un incendie lié à une fuite de gaz et qui alerterait l'assuré et la protection civile et ou couperait automatiquement le flux de gaz. À travers cette maîtrise de risque, les niveaux de sinistralité moindres seront atteints grâce au digital, induisant une assurance plus accessible à tous et avec une tarification adaptée au profil de chacun. Vous voyez qu'une attention particulière est donnée à l'individu. Et cette attention portée à l'individu rend la technologie d'aujourd'hui encore plus humaine. Ça a été évoqué ce matin. Plus humaine qu'elle ne l'a jamais été. Et là, je partage avec vous ce que je connais le mieux, c'est le cas de ma compagnie. En l'occurrence, chez nous, à RMA, l'ensemble des innovations et des produits digitaux ont essayé de mettre l'individu au cœur de la réflexion. Et je vais vous citer, parmi tant d'autres produits, un certain nombre que nous avons essayé de construire autour de l'individu. Par exemple, notre produit d'assurance de conduite connectée et d'assistance en temps réel Malakbox. Notre service Allo Santé, qui ambitionne de faciliter la mise en relation de nos assurés avec les professionnels de la santé. Imaginez-vous les gens qui sont excentrés, qui ne sont pas dans des endroits très médicalisés. Et puis aussi nos nombreuses plateformes de suivi et de libre-service en ligne, telles que les espaces MRH, épargne,
santé, et j'en passe. Chez RMA, toute innovation, produit ou service ne se voit qu'au travers du prisme de l'UX. UX, User Experience, à savoir l'expérience client, où nous essayons de focaliser et mobiliser notre réflexion autour de l'intérêt de ce client. Alors, outre les travaux et réflexions internes, RMA a aussi mis en place un incubateur d'innovation sous le format d'un hackathon permanent pour réussir à penser différent autour de l'UX avec ces nouveaux acteurs du digital. Chez RMA, nous sommes convaincus que la technologie va nous permettre d'aider et de contribuer à créer un monde meilleur, un monde dessiné autour d'interactions humaines naturelles. En quelques mots, un monde plus humain. En faisant son credo, RMA s'y est déjà adapté en renouvelant sa signature qui est devenue désormais pour un monde plus humain. Je vous remercie. Je remercie bien sûr M. Zouheir Bensaïd pour sa présentation et notamment pour les suggestions sur la manière dont les assureurs peuvent aller plus loin dans la digitalisation et également sur un message assez fort, me semble-t-il, sur les aspects de prévention et de maîtrise du risque. Alors, passez maintenant la parole à M. Christophe Engoulevent, donc pour notamment une présentation là axée sur les expériences des assureurs en Europe et les grands axes du digital. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ça va. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. La transformation digitale, c'est un sujet qui me passionne et je travaille effectivement à la fois pour des assureurs multinationaux et puis aussi pour des assureurs locaux à l'échelle internationale. Alors comme le disait le président Ben Salah plus tôt ce matin, je crois que tous les assureurs ont engagé donc une transformation digitale. Moi, mon message ce matin pour vous, c'est de vous dire quels sont les critères de réussite d'une stratégie digitale. La première chose, c'est qu'il faut investir significativement. Ensuite, il faut investir dans 4 grands domaines que je vais vous décrire. Et enfin, il y a des conditions de réussite, 3 conditions de réussite pour donc avoir une bonne stratégie digitale. Commençons par donc la question des investissements. Comme le disait le gouverneur Boubric ce matin, en fait, si on peut parler de révolution numérique. Vous avez sur la gauche des citations de grands dirigeants donc, comme Henri de Castres ou Éric Lombard qui donc, ont parlé de révolution de l'imprimerie, de révolution de l'électricité. Donc c'est une transformation profonde qui fait durer de nombreuses années, qui touche tous les métiers, donc la distribution, les back-office, qui touchent toutes les fonctions support, et les investissements sont très significatifs. Sur la droite, vous avez les investissements de quelques-uns des grands assureurs multinationaux. Donc, vous avez par exemple Allianz qui a investi 650 millions d'euros en 2016, spécifiquement dans le digital. Ça représente à peu près 10% des résultats nets, d'ailleurs pour tous les assureurs qui sont mentionnés. Ça représente pour Allianz 30% des investissements de l'année. Ça, finalement, c'est aussi, j'aurais pu prendre des acteurs locaux, c'est l'investissement minimum, si je puis dire, puisque quand vous avez une taille inférieure, vous devez même investir plus que 10% de vos résultats dans la transformation digitale. Donc, premièrement, il faut investir significativement et dans la durée. Deuxième sujet, 4 grands domaines d'action. Alors, d'abord, l'expérience client. UX, dans l'expérience client. Donc, pourquoi faire? En fait, parce que effectivement, le client il a besoin d'avoir un service de qualité, que ce soit sur un sinistre ou autre. Il a besoin de services rapides, personnalisés. Donc, et ça, avec l'omnicanal, avec l'Internet des objets, vous allez pouvoir le faire de plus en plus. 2, l'excellence opérationnelle. Donc, c'est un sujet majeur qui va toucher principalement la baisse des coûts, que ce soit les frais généraux ou les coûts de sinistre. Avec donc la technologie, j'y reviendrai. Il faut avoir en tête qu'il y a 5-10 ans, les gains de productivité annuels moyens des assureurs, c'était de l'ordre de 1 à 2% par an.
gains de productivité. Aujourd'hui, on est plus sur des logiques de 4 à 5% de gains de productivité par an permis par la technologie. Troisième sujet, ce que j'appelle le nouveau monde, c'est le monde bien sûr des fintech, des insurtech. Il faut être présent dans ce monde parce qu'il y a des compétences à acquérir, nouvelles notamment, d'autres choses encore dont je parlerai un peu plus tard. Enfin, il y a un point important qui est celui de l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire évoluer vos organisations, les tourner davantage vers le client, faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus agiles qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'un assureur ne soit pas agile. On va voir quelques exemples après. Donc l'idée, c'est maintenant de vous donner quelques cas très concrets qui ont été réalisés. Je ne parle pas de science-fiction, là. Encore qu'on a vu avec Nao que finalement, on était assez proche du concret. Alors, je vais commencer par l'expérience client. Donc ça, en fait, c'est vraiment une tendance majeure de par le monde, l'inclusion de services dans l'assurance. Il y a même un président d'un grand groupe d'assurance qui a dit « Je ne veux plus voir donc, un produit d'assurance sorti sans service à l'intérieur ». Et ça concerne l'ensemble des lignes de métier, l'auto, l'habitation. On en a cité, mais concrètement, vous avez de la personnalisation de tarifs avec le Pay How You Drive. Vous avez tout ce qui est donc, des box pour faire avec des capteurs pour des détections de fuite, d'intrusion. Vous avez de la vidéo-expertise sur sinistre. J'aurais pu en prendre des dizaines et des dizaines. Ça, ce sont des exemples très concrets qui sont aujourd'hui soit d'ailleurs inclus dans des contrats d'assurance, soit dans certains cas vendus en fee for service par certaines compagnies dans certains marchés. Deuxième sujet, la santé. Donc, beaucoup d'actions aussi de services, que ce soit de téléconsultation, bien sûr il y a des facteurs réglementaires, mais de téléconsultation, de prise de rendez-vous rapide avec des médecins généralistes ou spécialistes, de coaching en matière de santé. Et même dans l'épargne, avec donc vous avez des services aujourd'hui, et pas forcément d'ailleurs dans les pays développés. Vous allez en Chine, vous avez ça, donc un vidéo chat avec votre conseiller financier. Ou des outils de simulation, par exemple, pour la retraite. Tout ça, ça vous permet de vous différencier, ça vous permet d'augmenter vos revenus par client et aussi, d'ailleurs, de fidéliser vos clients. Deuxième sujet, deuxième domaine, c'est celui de l'excellence opérationnelle. Et là, vous avez des acteurs qui ont d'ores et déjà intégré l'intelligence artificielle, par exemple pour tout ce qui est traitement d'email en langage naturel, pour de la prise de rendez-vous, pour des virements, de la robotique, principalement pour des actes de gestion qui sont régis par des règles, par exemple en comptabilité, en finance ou en informatique sur de la gestion d'incidents. Donc, vous avez aujourd'hui des robots qui gèrent ce type d'actes. De manière tout à fait rentable. Troisièmement, le self-care, permettre avec les outils, que ce soit le web ou donc votre téléphone portable, de gérer, de faire en tant que client des changements d'adresse de bénéficiaires par exemple, ou la dématérialisation qui consiste, au lieu d'envoyer un document papier à un client, de lui envoyer un document numérique, tout ceci bien sûr avec son accord. Ce que vous voyez, c'est que les enjeux sont très importants en termes de baisse de coûts, puisque donc, ce qui est constaté très concrètement sur les actes de gestion concernés, ce sont des réductions de coûts de 30 à 40%, en tout cas en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la robotisation, ce qui bien évidemment nécessite un accompagnement en matière de ressources humaines, mais il y a effectivement des possibilités de formation, de mobilité, de non-remplacement des parents en retraite qui permettent de faire cela. Troisième temps, et ce troisième temps d'ailleurs il est lié à celui-là parce qu'ici il faut absolument travailler avec des startups pour conduire ce changement avec ces nouvelles technologies. Troisième temps, c'est celui du nouveau monde. Alors le nouveau monde, je n'ai pas pris un assureur, j'ai pris un banquier parce qu'en fait il y a un peu plus de perspectives. BBVA s'est lancé au début des années 2000, mais finalement il y a des assureurs qui suivent exactement ce qui est fait ici. Bon, la structuration en 3 blocs, c'est celle qu'effectivement on a mis en exergue. D'abord, être connecté dans l'écosystème, à la fois avec des entrepreneurs, des data scientists, à partir d'hackathons, Datathon. Donc, il y a des concours spécifiques chez BBVA. Il y a l'écosystème, les liens avec les universités également, très important, ou avec des acteurs qui sont un peu adjacents du parcours client, par exemple tout ce qui est design thinking. Donc BBVA en partenariat avec IDEO.
Deuxièmement, il faut opérer, donc être présent dans ces activités de start-up, à la fois donc, par des centres d'innovation, où vous allez développer des nouveaux produits que vous pouvez tester avec des clients. Et donc BBVA en a 3 dans le monde aujourd'hui. Et puis aussi des équipes de data analytics donc qui permettent tout simplement de développer des algorithmes et qui travaillent d'ailleurs chez BBVA non seulement pour les entités du groupe BBVA, mais aussi pour donc des clients externes, que ce soit d'ailleurs donc dans la banque ou en dehors de la banque. Et le troisième bloc plus classique, c'est celui d'investir, donc soit dans des startups existantes, soit de créer ses propres startups. Donc, voilà. Donc tout ceci, c'est du concret, il y a des résultats. Donc, ça a été finalement lancé il y a 16 ans par BBVA, alors progressivement. Le dernier point, c'est celui de l'agilité. Alors l'agilité, aujourd'hui, vous avez des banques ou des assureurs qui sont sur la droite, ING, AXA, Allianz, qui sont en train de faire changer leur organisation. Donc, je dirais qu'on en est au début, mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire évoluer leur organisation progressivement vers une organisation qui est assez similaire à celle que donc, des gens comme Google, comme Spotify, comme Netflix ont mise en place dès le départ, ou d'ailleurs Zongan, qui est d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Alors, désolé pour donc les termes anglo-saxons, mais c'est effectivement les termes consacrés, de tribus, de chapitres. Donc, vous imaginez, vous êtes donc un assureur, vous créez une équipe dédiée à l'assurance dommages des particuliers, et là-dedans, vous avez une équipe automobile, une équipe habitation, et au sein de cette équipe, vous avez le distributeur, le marketeur, l'informaticien, le juriste. Et donc, vous fonctionnez comme ça, ce qui vous permet d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus adaptable finalement et réactif par rapport aux clients et aux concurrents. Voilà, donc ça ce sont les 4 grands domaines d'action, mais alors il y a aussi trois facteurs clés de réussite pour la mise en œuvre de stratégies digitales. Le premier, c'est la connaissance client. Donc, pour envoyer des documents numériques donc à des clients, c'est important d'avoir leur adresse mail, d'avoir éventuellement leur téléphone portable, numéro. Et donc, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de connaître les parcours clients. Et donc, on voit quand même tous les assureurs qui n'ont pas encore de CRM développer, investir dans les CRM, dans les data management platforms. Ça, c'est un premier donc, facteur de réussite. Le deuxième facteur de réussite, c'est l'implication des intermédiaires. Parce qu'en fait, les agents, les courtiers donc, ont un petit peu peur de ce qui est en train de se passer, de l'accès direct des assureurs avec le client final. Et il faut absolument faire la transformation digitale avec ces agents et ces courtiers. Les embarquer, donc faire en sorte qu'il y ait un New Deal avec eux en termes de rôle et de responsabilité, et aussi donc de nouvelles conditions de rémunération. Et en Europe, avec la directive de distribution d'assurance, ceci va effectivement être amené à changer. Le dernier point, c'est la qualité de service. C'est le fait qu'il faut également, donc, pour réussir, vraiment faire évoluer sa culture d'entreprise, à la fois d'aller vers donc, le client, avec une approche des besoins de ses clients, et aussi en interne, en responsabilisant, autonomisant davantage les équipes. Donc au global, je pense que ces 4 domaines d'intervention et ces 3 conditions de succès sont tout à fait applicables au marché marocain, au marché africain, même s'ils ont bien sûr leurs spécificités. La transformation digitale, c'est un sujet complexe, à fort enjeu, qui va nécessiter d'investir dans certaines technologies, certaines compétences, et aussi qui va demander du temps. Voilà, donc un gros chantier devant vous. Merci pour votre attention. Merci Christophe pour cette intervention, notamment sur les domaines liés à la transformation, avec les exemples pour l'assurance et puis également pour le secteur bancaire, hein, puisque vous l'avez mentionné. Avant de passer la parole à l'orateur suivant, je voudrais juste rappeler, parce que je l'ai oublié au départ, c'est que la salle a la possibilité de poser des questions par SMS, et il y a un numéro qui en principe doit s'afficher, mais qui est le 212 624 133 199. Voilà. Donc j'invite maintenant Monsieur Bouchon à pouvoir nous exprimer un petit peu par rapport à l'expérience d'un grand groupe d'assurance
national en France, les applications digitales qui sont utilisées, et puis voir comment vous vous situez en termes d'agilité, y compris par rapport aux problématiques liées à l'intermédiation, puisque vous êtes un groupe qui utilise des intermédiaires. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je partage bien sûr les propos tenus par les précédents intervenants. Je vais, si vous en êtes d'accord, traiter le sujet sur un autre axe, un axe donc opérationnel de compagnie d'assurance, en essayant de vous illustrer cela de quelques exemples. Et puis, je le traite aussi sur un autre axe, parce que comme je ne fais pas partie des 5 plus grosses multinationales qui étaient évoquées, donc nous n'avons pas les moyens colossaux d'investir dans un développement digital tel qu'il est proposé. On va essayer de faire de l'innovation frugale et de se dire que même avec de petits moyens, parce que des fois la marche est haute, hein, quand on regarde tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à faire, et effectivement ce sont des bonnes directions qui vous ont été évoquées, comme la marche est haute, c'est parfois sympathique d'avoir des marches intermédiaires et de se dire, allez, je peux quand même commencer, et parfois même, comme la prose, je fais du digital sans le savoir. Alors, sur les premiers éléments qui étaient les défis principaux qui attendent les assureurs dans la partie du digital, je crois que je ne vais pas le développer, ça a été suffisamment évoqué tout à l'heure et vous les connaissez, hein, la maîtrise des risques techniques, ça c'est le métier de l'assureur et ça va nous aider puisque notamment la data, la maîtrise de la data est fondamentale dans nos métiers, l'anticipation des pics d'activité. Bon, la relation, rester au cœur de la relation client, il est évident que c'est quelque chose qui est central, c'est bien pour ça que ce carré est au milieu de la slide. L'intégration de la culture, j'y reviendrai longuement, et la maîtrise du risque de désintermédiation. Peut-être juste une illustration pour vous dire à chaque fois comme quoi on peut avoir fait des choses de manière assez simple et rentrer dans cet environnement digital. Les pics d'activité. Vous savez qu'en France, l'an dernier, il y a eu un sinistre climatique important au printemps avec énormément d'eau, avec des inondations sur des régions fortement peuplées, notamment la région centre et le Val-de-Loire, qui a coûté des dizaines et des centaines de millions aux assureurs et notamment à Groupama. Quand on a regardé le contenu et la typologie des sinistres, on a vu qu'il y avait une grosse partie de sinistres climatiques sur les cultures, une grosse partie aussi sur l'habitation et puis sur des entreprises et très peu d'automobiles, alors que nous avons des parcs auto qui sont relativement conséquents. Eh bien, une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons qui nous a invités et qui nous a évité un sinistre important en automobile est que nous avons un partenariat avec une société de prédiction météorologique qui régulièrement nous avertit des difficultés qu'il va y avoir, orages de grêle, pluie, tempête, etc. Et que lorsque nous avons ce type d'informations, relayées avec de la géolocalisation, nous adressons directement des SMS à nos sociétaires pour les prévenir et pour leur demander de prendre des mesures de précaution. Donc quand c'est un orage de grêle, eh bien pour, si possible, essayer de rentrer les véhicules dans des parkings couverts et en l'occurrence pour les inondations, de mettre des véhicules plutôt sur des points hauts que sur des points bas. Donc là, c'est tout de suite l'intégration des technologies digitales et qui ont un impact positif sur l'exercice de notre métier. Ça, c'est une première illustration. Je vous propose de faire 3 illustrations de la digitalisation d'il y a quelques années, une digitalisation d'actualité et puis un exemple de digitalisation de demain. Alors, sur la digitalisation d'hier, c'est un exemple de disruption d'expérience client. Vous avez tous été comme moi en colère lorsque l'on appelle une compagnie d'assurance, une banque ou une administration et qu'on a une sonnerie pendant un certain nombre de temps. C'est certes en général une musique classique sympathique, mais les 3 minutes que nous avons à entendre l'opérateur qui va décrocher paraissent un peu longues. Donc pour éviter ce type de stress et ce type d'attente, nous avons fait remonter chez nos sociétaires une application qui permet, quand on appelle directement du smartphone, d'avoir un temps d'attente estimé en disant, par exemple, on va pouvoir vous rappeler dans 2 minutes et demie en fonction des chaînes d'appel et des chaînes en attente. La personne dépose son téléphone, va se servir une bière ou range quelque chose s'il a quelque chose à faire, et dans les 2 minutes 30 ou moins, elle est rappelée. Eh bien, 2 minutes 30 à attendre, sans savoir combien de temps vous allez attendre, ou 2 minutes 30 à attendre simplement un rappel en sachant que vous allez être appelé, et peut-être même au bout de 2 minutes 15,
eh bien, le temps est le même, mais l'expérience client est totalement différente. Ça, c'est une disruption de l'expérience client en mettant en place une application relativement simple finalement. C'était ça un exemple d'hier, hein. Nous avons réalisé ça il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, nous avons une actualité et je vous propose un petit film pour vous l'illustrer, 2 minutes 30. Je suis Annie et voici Monique, ma maman. Depuis le décès de papa, maman a préféré rester vivre chez elle. L'imaginer seule dans sa maison nous préoccupait. Alors ensemble, nous avons choisi Noé, la solution innovante de Groupama. Avec Noé, maman est en lien avec les siens grâce à la tablette ultra simple et tactile installée chez elle et à l'application Noé que nous, ses enfants, petits-enfants et amis, avons installée sur nos smartphones. Avec Noé, nous échangeons beaucoup plus qu'avant. J'ai enregistré dans le répertoire les contacts de toute la communauté qui l'entoure. Ce répertoire est partagé et nous pouvons tous nous contacter facilement. Nous pouvons nous appeler et échanger des messages avec maman directement via la tablette Noé, même au travail. Mais surtout, elle peut nous voir grâce aux appels vidéo et ça, elle adore. En vacances, on lui envoie plein de photos. Elles sont automatiquement enregistrées dans l'album de sa tablette Noé qu'elle peut ensuite regarder avec ses amis. Le calendrier de maman est aussi sur Noé. Il lui rappelle tous ses rendez-vous et même les anniversaires. Maman est très fière d'être la première à y penser. Ce calendrier partagé entre nous, c'est tellement pratique pour s'organiser. Noé nous permet aussi d'échanger souvent et facilement des nouvelles de maman. Pour ceux qui ont l'application sur leur smartphone avec la rubrique Carnet de nouvelles, pour ceux qui n'ont pas l'application ou pour maman, directement depuis la tablette Noé. Ainsi, on partage facilement les informations de son quotidien et cela nous rassure tous. Noé, c'est également Allo Noé, le centre d'écoute et de dialogue de Groupama. Une équipe attentive est là pour discuter et lui remonter le moral en cas de blues. Quand je ne suis pas disponible, je sais qu'il y a toujours quelqu'un à son écoute. Noé, c'est enfin un service performant de téléassistance. Maman porte en permanence son bracelet Noé. Si elle tombe ou fait un malaise, elle appuie sur le bouton. Le détecteur de chute peut même prévenir automatiquement le centre d'alerte Noé si maman tombe brusquement. Un professionnel de Groupama appelle alors immédiatement maman sur sa tablette Noé. Si elle ne répond pas ou qu'elle est en difficulté, il contacte Bernard, son voisin, qui a accepté d'intervenir en cas d'urgence, puis les autres proches volontaires. Si personne n'est disponible, le centre d'alerte envoie les secours. C'est tellement rassurant de savoir que les professionnels de Groupama veillent également sur elle. Et derrière tout ça, c'est moi qui suis en charge de configurer le service Noé. Pour chaque membre que j'ajoute à la communauté de maman, je décide s'il a le droit de voir ou non les rendez-vous confidentiels et le carnet de nouvelles. Je choisis également les proches à prévenir en cas d'urgence. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de Noé. Maman vit chez elle bien entourée et en toute sécurité. Noé, un lien avec les siens. Merci. Alors Noé, c'est de l'innovation solidaire, c'est la digitalisation solidaire à partir d'un principe de base, l'assistance pour les personnes âgées. 8 millions de seniors en France qui sont soit aidants, soit aidés. À partir d'un besoin qui était stigmatisant et qui était souvent mal compris ou mal vécu par les personnes, nous avons rajouté une deuxième couche de réseau social derrière le service d'assistance qui, là, permet de repositionner cette notion de service et d'être accepté beaucoup plus facilement et beaucoup plus tôt. Et puis, il y a une troisième couche de bouquet de services très ouvert derrière. Donc ça, c'est l'innovation du moment. On a fait une conférence de presse il y a quelques semaines pour lancer cette offre. Troisième illustration, c'est... hop, si ça part... Oui, ça part, voilà. Des exemples d'innovation et de digitalisation de demain. Alors, je suis responsable d'une société d'assistance et nous gérons une 50 000 à peu près rapatriements par an de personnes partout dans le monde. Nous avons besoin de le gérer bien et bien sûr en amont avec un avis médical pour savoir si la personne est stabilisée, si elle peut revenir sur son territoire, mais nous avons besoin aussi de le gérer de manière efficace et aussi de manière économique.
en rapprochant un certain nombre de types de données. Nous avons sur des écrans l'intégralité des vols qui existent dans le monde et qui peuvent être affrétés. De l'autre côté, nous avons une carte complète de l'ensemble des personnes qui sont sociétaires chez nous et qui sont hospitalisées. Nous avons construit un algorithme, et là on fait appel à de l'intelligence artificielle, pour savoir s'il vaut mieux, au regard des coûts de journée de réanimation ou de soins intensifs dans un établissement, attendre un jour de plus, rapatrier directement la personne, faire une halte d'un pays à un autre et organiser un parcours qui serait plus rapide et qui serait moins onéreux. Tous ces éléments-là, tous ces regroupements de données nous permettent d'avoir une gestion beaucoup plus efficace de nos rapatriements et beaucoup moins coûteuse. À une question qui pourra être posée tout à l'heure, est-ce que le digital peut remplacer totalement l'humain ? Je réponds non, le digital remplacera sûrement la totalité du papier, il ne remplacera sûrement pas les hommes qui ont une valeur ajoutée et qui peuvent intervenir dans beaucoup de nos services, et c'est une bonne chose. Alors après deux slides rapides sur quelques convictions sur nos expériences en matière de digitalisation, le premier point, il faut le voir effectivement global, hein. Je vous ai donné des illustrations, c'était pour vraiment avoir des exemples, mais il faut avoir une démarche assez large et assez cohérente quand on engage un programme de ce type-là. Donc d'une part, faciliter les interactions avec le client tout au long de son parcours de vie. Il ne faut pas qu'il y ait des ruptures, que ce soit avant-vente, après-vente ou pendant la vente. Il faut que l'on ait les applications, les sites ou les éléments responsifs qui vont bien, de manière à ce que l'on puisse utiliser tous ces outils. La deuxième chose, et qui me semble être un préalable indispensable, c'est la digitalisation de l'ensemble des échanges internes et externes, c'est-à-dire une gestion électronique des documents totale. Il faut mettre en place des systèmes et des process pour que l'ensemble des documents ou l'ensemble même des flux, qui soient flux téléphoniques, qui soient informatiques, qui soient papier, puissent être digitalisés et structurés si on veut plus tard pouvoir les réutiliser. Il faut aussi, et c'est un préalable, parce qu'on parle de digitalisation, mais quand on regarde les taux de collecte email de téléphone portable ou de montée des applications de nos sociétaires, ils sont très faibles. Donc c'est bien d'avoir un certain nombre de process très pointus, mais encore faut-il avoir une qualification importante de nos bases de données, le mail et le téléphone portable étant fondamentaux. Et puis utiliser tous les outils de type signature électronique pour faire en sorte que tous les process que nous utilisions jusqu'à présent, parce qu'il y avait un tiers de confiance, parce qu'il y avait une nécessité, puissent être évités. Et enfin, la dernière chose, c'est l'architecture multicanale qui doit être installée, parce que ce qui est fondamental dans une entreprise, hein, nous avons des entreprises qui sont globales, nous avons des back-office, des front-office, des middle-office. Il faut que l'information, elle soit instantanéisée, qu'elle soit partagée, qu'on ait une interaction du client, qu'on ait ce que l'on appelle une vision 360 degrés du client. C'est ce que nous avons aussi développé et mis en œuvre sur nos applications métiers, de manière à ce que quand on a quelqu'un au bout du fil, on ait l'ensemble des informations du sociétaire sans avoir besoin de les lui faire rappeler. Dernier point, et sûrement le plus important, mettre en place un programme de digitalisation, c'est conduire un changement en fait. Conduire un changement pour penser digital, penser transparence, réactivité, authenticité, proximité. Et il est indispensable d'intervenir en mode agile. L'application Noé, dont je vous ai présenté le petit film, nous l'avons développée en moins d'1 an. En moins d'1 an, entre la page blanche, où nous n'avions rien si ce n'est un besoin, et la conférence de presse que nous avons fait il y a quelques semaines. Entre-temps, nous avons passé un accord avec un fabricant de tablettes, hein, français, Arcos. Nous avons fait fabriquer nos tablettes en Chine, puisqu'on ne peut plus faire fabriquer de tablettes ailleurs qu'en Chine. Nous avons développé l'ensemble des process informatiques et l'ensemble des plateaux. Si l'on n'intervient pas rapidement et si l'on n'accepte pas le fait que le produit n'est pas parfait à 100%, il est peut-être parfait à 95%, il y aura une version 2, comme l'iPhone. Mais il faut convaincre les équipes en interne qui veulent toujours avoir un produit qui est totalement fini, alors que si vous voulez travailler en mode agile, le produit version 1 ne sera jamais totalement fini.
Enfin, l'exemple doit bien sûr venir du comité de direction. Si la direction ne s'implique pas, si elle n'a que des injonctions et une absence de vision, il est bien évident que les collaborateurs ne vont pas le suivre. Si c'est faites ce que je dis et pas la manière dont je communique ou la manière dont je travaille, il ne sera pas suivi par l'ensemble de ses collaborateurs. Je préconise aussi bien sûr que ce soit un programme qui, dès l'arrivée des collaborateurs dans l'entreprise, dès le cursus de formation des nouveaux entrants, par parrainage et mentoring, on intègre toute la partie digitale. En conclusion, constitution et partage des datas, c'est fondamental. Il est bien évident qu'avec ce que je vous ai dit, vous l'avez compris, le management sera le levier de la réussite de changement et qu'avant d'être une transformation digitale, c'est surtout une transformation culturelle et humaine. Ne soyons pas en avance d'une peur et en retard d'une idée. Merci. Je vous remercie, Laurent, pour notamment ces applications très concrètes sur la façon dont un assureur peut décliner un certain nombre. Pour ma part, j'ai retenu les services, la notion des réseaux, la notion d'accompagnement, celle de solidarité au travers d'un certain nombre de solutions. Également qu'on avance un peu en marchant, puisque on voit bien tout le périple à accomplir. Et je vais me tourner maintenant vers Cyril de Montgolfier pour le témoignage d'une petite société d'assurance et peut-être voir comment la direction s'implique dans le process de digitalisation. Merci Philippe. Bonjour à tous. Alors, en fait, je suis confronté à un double dilemme après ces brillantes interventions. Le premier, c'est nous, on n'a pas 650 millions à mettre. 650 millions, c'est 3 ans de prime pour nous. Donc, bon, Dieu merci, on met plus que 10% de notre résultat. Mais on ne peut pas mettre non plus 450 millions. Donc, comment est-ce qu'on est innovant? Comment on se transforme quand bien même on n'a pas ces moyens? J'ai la faiblesse de penser qu'on peut même bouger plutôt plus vite. Le deuxième paradoxe, c'est de demander à la plus ancienne compagnie indépendante en France de parler de stratégie digitale. La Parisienne a été créée en 1829, à l'époque pour assurer le bris de glace des calèches. Vous voyez qu'on est loin du digital. Alors je vais essayer quand même de vous donner quelques éléments en tout cas de vision telle qu'on l'a au sein d'une compagnie moyenne ou petite. La première idée, c'est d'abord que le digital, évidemment, ce n'est pas une fin en soi. On en parle énormément et c'est normal, mais le vrai sujet, ce n'est pas tellement le digital. Le vrai sujet, c'est quelle vision a-t-on de la transformation de notre métier? Et cette transformation, elle est absolument globale. Et on est sans doute dans un des secteurs d'activité où la transformation est la plus forte. Et là, le digital est un des éléments qui fait d'ailleurs accélérer cette transformation et qui est aussi en même temps une opportunité, comme ça a été dit. Quelques éléments juste pour réfléchir ensemble. Bien sûr, les nouveaux risques. Nouveaux risques, on pense cyber-risques, prenons cet exemple. Les nouvelles attentes de nos clients, quand on parle l'usage versus la propriété, qui a évidemment une incidence absolument majeure sur l'organisation de l'offre qu'on apportera à nos clients demain. Les nouveaux comportements, ça a été dit tout à l'heure, cette idée d'immédiateté, notamment dans les générations Y ou Z, le côté éphémère du produit auquel on n'aurait jamais pensé il y a quelques décennies. Aujourd'hui, vous imaginez pour un jeune, il rentre dans une voiture, il est assuré, il sort de la voiture, il n'est plus assuré. Il ne se pose même pas la question. C'est ça, sa compréhension de l'offre d'assurance. Et puis, bien sûr, les nouvelles technologies, autour duquel, bien sûr, il y a le digital, qui est encore une autre transformation. Et finalement, toutes ces nouvelles transformations du monde de l'assurance interagissent les unes avec les autres. Et on voit bien qu'on parle de disruption, c'est devenu un peu un mot à la mode, mais très fondamentalement, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, ce dont moi je vais vous parler, c'est d'IARD de particulier. C'est ça notre métier à la Parisienne, c'est ce que nous faisons. On fait grosso modo trois blocs, de l'affinitaire, du roulant et du dommage aux biens, dédiés aux particuliers. On a deux convictions. Et
Je vais faire exprès de le dire de façon un peu caricaturale. Je pense que ça aidera peut-être pour les questions ou pour le débat. La première conviction, c'est que les produits que nous élaborons deviennent de plus en plus des commodities, des produits finalement d'une certaine banalité. La deuxième conviction, c'est que la désintermédiation gagne. Évidemment, on ne va pas passer au tout désintermédié. Ce n'est pas du tout mon propos, et ce n'est d'ailleurs pas du tout ce que je pense. Mais on voit bien que, notamment dans le monde affinitaire, la désintermédiation devient finalement une évidence. Vous allez louer une voiture, vous ne vous dites pas « j'ai oublié de passer chez mon agent pour l'assurer ». Vous avez une case, vous cochez la case. Et la question, d'ailleurs, vous apparaît pratiquement saugrenue à cet instant. Et donc, la conviction qu'on a, c'est que les produits, progressivement, vont devenir transparents. Ça a été dit, d'ailleurs, tout à l'heure. Là où, aujourd'hui, on travaille plus sur la fluidité des process, l'expérience client, la facilité. Demain, on ne va plus être dans la fluidité, on va être véritablement, de notre point de vue, dans la transparence. Alors, comme on est une petite compagnie, il a fallu faire des choix. Et le premier choix que l'on a fait a été de repositionner l'entreprise, on est mi-2015, sur la première étape de la chaîne de valeur seulement. C'est-à-dire qu'on élabore l'offre, on porte le risque, et c'est tout. On ne distribue pas, on ne gère pas les sinistres en dehors des sinistres corporels. C'est un choix extraordinairement structurant. Vous l'imaginez bien, on avait une compagnie de courtage qui a été cédée, et on s'est focalisé sur l'élaboration de l'offre en estimant que là, notre petite taille nous permettait de faire la différence. Qu'on ne pouvait pas tout faire. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui des compagnies peuvent tout faire, c'est un sujet de réflexion. En tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas tout faire et de se consacrer sur un point, et sur ce point-là, d'être dans la mesure du possible excellent. Et donc, ça veut dire que finalement, on a eu deux étapes. La première étape, ça a été dit également, et là on revient véritablement sur le digital, a été tournée sur l'amélioration de l'efficacité, sur l'optimisation, l'amélioration de l'entreprise, l'amélioration de son agilité, parce que finalement, c'est ça qui nous permet de nous différencier d'autres acteurs. On a déménagé de site à Paris le 15 novembre 2015, et on est passé du jour au lendemain, véritablement, il n'y avait pas de plan B, au zéro papier. Alors ça apparaît peut-être assez évident pour un certain nombre d'entre vous, mais on a effectivement zéro papier, c'est-à-dire qu'on n'a plus de service courrier. Quand vous écrivez à la Parisienne au 120 122 75 002 Paris, ça arrive à 100 km de Paris, où un prestataire scanne l'ensemble du courrier, l'indexe et l'envoie sous forme électronique à l'ensemble aux collaborateurs concernés. Et idem pour le courrier sortant. Vous n'imaginez pas l'impact que ça a sur la culture d'entreprise. C'est un fait absolument majeur, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on est sur un sujet culturel fondamentalement. Alors bien sûr, ça s'est accompagné aussi de changements technologiques. Et dans une entreprise tournée vers le partenariat comme nous, le premier point déterminant, c'est les EDI, c'est-à-dire l'automatisation des flux de données entre les intermédiaires, nos délégataires et nous. Donc à la fois automatisation, qualité de la donnée, qui permet, j'allais dire, aux deux parties de faire leur travail de façon optimale. Il y a eu un enjeu majeur vis-à-vis de l'entreprise, du personnel, des collaborateurs de l'entreprise. Comment imaginer digital s'il n'y a pas une culture qui est associée à ce digital? Ça n'aurait strictement aucun sens, ou alors ce n'est qu'un élément de communication ou de publicité, comme on pourrait le penser. Donc ça, pour nous, c'était des enjeux majeurs. Le dernier enjeu qui a été totalement inhérent à cette transformation interne, ça a été l'adaptation de nos process internes. Puisque finalement, nous sommes une usine à partenariat. C'est ça notre raison d'être. On est en B2B, on est en marque blanche, et donc notre seule raison d'être, c'est d'accompagner le partenaire. Et donc on a organisé toute l'entreprise autour de la vie du partenariat, depuis l'avant-vente, on appelait la phase 1, puis la qualification, puis la construction du partenariat, puis la vie du partenariat. Entre le moment où on décide de lancer un partenariat et le moment où on le met en production, il nous faut 15 semaines. Et on l'a normé, c'est-à-dire que ça a été fait de façon incroyablement rigoureuse. On a positionné tous les collaborateurs sur cette chaîne-là, qui est notre seule raison d'être. À nouveau, nous, on n'a pas d'autre métier
que d'accompagner les partenaires avec lesquels nous travaillons. Faire un partenariat en 15 semaines, c'est pas mal. On en a, l'année dernière, élaboré 120, travaillé sur 120 partenariats avec un taux de réussite de 40%, parce qu'il y en a qui sont abandonnés en cours de route, soit par la décision du partenaire, soit par notre décision. Mais on s'est véritablement professionnalisé, et à nouveau, le digital a été clé, parce que le faire uniquement sur Excel ou avec des bouts de papier n'avait pas grand sens. Donc on a accompagné ça de toute une série d'outils, notamment autour du CRM, qui sont pour nous absolument majeurs. Donc là, on en est là, j'allais dire, à mi-2017, grosso modo 1 an et demi après le démarrage de cette transformation. Et demain, ou aujourd'hui, s'ouvre en fait l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer toutes ces transformations dont je parlais, et notamment cette transformation d'attente et de comportement du client final, dans l'organisation de notre offre. Jusqu'à présent, notre offre, comment fonctionne-t-elle? De façon finalement très traditionnelle. Un partenaire, ça peut être un courtier, ça peut être un distributeur, nous demande d'élaborer un produit. On élabore un produit pour lui et il distribue ce produit. Mais demain, on va être dans une logique complètement différente. C'est-à-dire que ce produit, on va l'élaborer et on va le mettre à disposition. On va le mettre à disposition du monde entier, autour d'API, autour de blockchain, l'intelligence artificielle venant compléter cet ensemble, l'assurance indicielle aussi. Donc on voit bien que, mais réfléchir à cette étape 2 sans avoir mené l'étape 1, qui est fondamentalement une étape interne de mobilisation des équipes, et n'aurait strictement aucun sens, ou en tout cas aurait une probabilité de réussite incroyablement faible. Donc la force, c'est d'arriver à mener l'ensemble des collaborateurs sur cette étape et sur cette nouvelle offre, à nouveau, à destination de nos partenaires. Ce n'est pas pour nous, nous on ne s'adresse pas au client final, ça n'est pas notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, pour vous donner juste un chiffre, même s'il est modeste, un tiers des effectifs de l'entreprise sont dans la partie IT. Donc c'est un investissement, c'est une mobilisation incroyablement forte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Parisienne est sur un rythme de croissance de 40% par an. Ça a été, puisque finalement l'entreprise a doublé de taille, non, a triplé de taille entre 2013 et 2015. On a eu 40% de croissance l'année dernière. On aura 40% de croissance cette année et probablement autant l'année prochaine. Alors, finalement, quelle est la condition pour réussir? Et je vais reprendre avec mes mots ce qui a déjà été dit. Pour moi, la clé, c'est l'agilité. On n'est pas dans un secteur économique qui vit en dehors de l'économie réelle. L'économie réelle, elle va à la vitesse de l'éclair. On le voit tous comme personnes privées. Comment est-ce que l'assurance va être dans le même rythme? Et à mon avis, ça repose sur 2 éléments. Le premier élément, à nouveau, c'est la culture d'entreprise. C'est l'innovation managériale. Christophe en a parlé à juste titre. Il faut réinventer l'entreprise. Nous, on le dit souvent en interne, si on pouvait casser la hiérarchie, on le ferait avec plaisir. La hiérarchie, elle ne fait pas gagner 1 euro de chiffre d'affaires, ni 1 euro de résultat. Donc comment on mobilise l'entreprise sur des rythmes beaucoup plus courts, sur la compétence des gens et non pas sur leur positionnement à l'intérieur d'une ligne hiérarchique. Donc c'est véritablement cet élan collectif de l'entreprise qui permet d'être agile, qui permet de rester agile et dans un tempo qui est celui à nouveau de l'économie. La deuxième condition, à nouveau pour une entreprise comme la nôtre, elle est simple, c'est que nous croyons fondamentalement à l'idée de partenariat. On ne croit pas à l'entreprise qui sait tout faire et qui sait tout faire très bien. On n'y croit pas. Faire déjà très bien une partie d'une chaîne de valeur, c'est incroyablement compliqué. Faire tout très bien, nous, on n'y croit pas. Donc on a fait le choix de se focaliser sur un élément, d'essayer d'être excellent sur ce domaine-là et de nouer des partenariats avec ceux qui sont excellents dans leur domaine. Nous pensons que le monde de l'économie va dans cette direction, de formes de partenariats de plus en plus fluides. Nous pensons aussi que les attentes des jeunes générations qui recherchent du sens dans ce qu'ils entreprennent est plus adaptée dans ce type de fonctionnement plutôt qu'une grande structure qui cherche à tout faire de A à Z. En tout cas, c'est le pari que nous faisons. C'est un gros défi, et c'est un gros défi notamment avec un point qui, moi, me soucie énormément, qui est Solvabilité 2.
parce que solvabilité 2, on connaît tous comment ça fonctionne. Moi, il y a un élément que je n'avais pas anticipé. C'est que ça n'a rien à voir avec les fonds propres de Solva 2, c'est que solvabilité 2 provoque une culture dans les entreprises à la fois d'aversion au risque et d'aversion à la nouveauté. Et ça, je trouve ça extrêmement grave, parce qu'on se retrouve finalement à aligner des couches de contrôle, de surcontrôle, de vérification, et dès qu'on va commencer à faire la moindre petite innovation, là, bing, il faut immédiatement se couvrir au cas où, par hasard, éventuellement, dans X années, il se passait quelque chose. Donc, c'est un sujet qui est, très, je pense, très grave, sur lequel nous avons la chance, étant une petite structure, de pouvoir finalement louvoyer de façon sans doute plus agile, mais je pense que c'est un vrai sujet de réflexion. Nous avons la chance de travailler avec d'ailleurs des acteurs marocains, avec Saham notamment, et on voit bien comment est-ce que la force de cette structure marocaine associée à ce que nous savons faire peut véritablement donner des résultats incroyablement prometteurs. Alors le futur, c'est quoi ? On voit bien que le digital est un moyen, et finalement nous voyons notre métier de plus en plus comme devenant un fournisseur de services. C'est ce que nous allons apporter à nos partenaires, un certain nombre de services basés d'ailleurs sur la data, sur le data management, et donc sur un framework technologique associé à cette data qui permettra de leur apporter bien sûr des produits d'assurance, tout un environnement technologique tournant autour de ces produits d'assurance, mais éventuellement même d'autres offres de services qui peuvent être des outils d'analyse sur la base des datas que nous avons en tant que compagnie d'assurance. Voilà, bref, un beau futur et pour lequel nous pensons que finalement l'agilité est plus la clé que les moyens qu'on y met. Merci beaucoup Cyril pour ce témoignage également pour une petite société. J'ai retenu la notion d'agilité comme vous l'avez signalé, également le fait que pour vous c'était des expérimentations essentiellement dans le domaine IARD des particuliers. Et parmi les questions notamment... C'est bon. Pas de questions. Les questions notamment qui... Je ne peux pas brancher. Micro. Vas-y. C'est bon ? Voilà. Les questions notamment qui viennent à l'esprit. La première, pour nous, il y en a une qui était importante, c'était de savoir, on parle souvent de degré de maturité digitale. Comment vous la définiriez finalement, ce degré de maturité digitale ? Peut-être... On est victime un peu de la technique. Alors, pardon. Oui, donc il y a plusieurs façons, il y a plusieurs grilles de lecture pour construire, évaluer la digitalisation numérique. Ce que j'aime bien, c'est en fait finalement une maturité en 4 niveaux. Donc on pourrait dire de 1.0 à 4.0. Le 1.0, c'est des entreprises, je parle d'assurance, enfin bon, ça s'applique à d'autres, mais qui ont commencé à donc, sensibiliser les employés, la direction, donc avec ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, des voyages. C'est souvent en Californie, mais quelquefois c'est à Berlin ou dans d'autres villes encore. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, ce sont des entreprises qui ont déjà en fait, mis en place des prototypes, qui ont déjà fait de la robotisation, de l'intelligence artificielle, qui en ont vu les résultats. Ils l'ont fait pas à une échelle très grande, mais donc à une échelle quand même significative, et ils ont vu qu'il y avait des résultats. Le 3.0, c'est là on parle de plateforme digitale, donc c'est-à-dire qu'on on digitalise donc l'interaction avec le client final, avec des distributeurs, avec des partenaires. Et le niveau 4.0, c'est qu'en plus de tout ça, il y a des organisations agiles, ce que j'ai évoqué rapidement avec les feature teams, c'est-à-dire des équipes pluridisciplinaires qui sont en place. Alors concrètement, ce que je vois en fait dans l'assurance, c'est plutôt aujourd'hui beaucoup de 1 ou de 2.
un peu de 3, mais pas de 4. Bien évidemment, ça dépend aussi des marchés, puisque le degré de maturité donc est influencé par le degré de maturité. Par exemple, dans le Nord Europe, il y a un peu plus de maturité digitale que dans le Sud Europe. Alors, il y a également une question qui est revenue au travers de certaines interventions, c'est celle des obstacles, finalement, que l'on peut rencontrer. Alors, il y a notamment des obstacles, vous avez dit, réglementaires. Vous avez souligné ceux propres à notre activité d'assurance, donc au travers de solvabilité 2 qui entraînerait une certaine frilosité, une certaine aversion au risque. Il y a également, me semble-t-il, des obstacles de nature réglementaire tout court. Tout ce qui est signature électronique, tout ce qui est identification électronique. Est-ce que vous considérez sur ces aspects-là qu'on est en retard, pas en retard ce qui est incontestable, c'est que dans l'assurance, il y a de plus en plus de réglementations, qu'elles soient donc nationales, continentales, mondiales, qu'elles soient d'ailleurs aux adjacences de l'assurance, par exemple avec la nouvelle loi sur la protection de la donnée. Donc ça, c'est un premier point. Après, moi, je trouve que le réglementaire, il y a effectivement des barrières sur la protection des données clients. On voit que ça apparaît quand même beaucoup dans l'automobile, sur la télématique, sur la santé, sur les données des patients. Mais il y a aussi des ouvertures réglementaires. Parce que pour moi, par exemple, la directive sur la distribution de l'assurance, c'est une opportunité de changer, de faire ce New Deal avec les agents et les courtiers. Et au bout du compte, je pense que pour les assureurs, disons pas du monde du nouveau monde, mais du monde actuel, ça permet finalement de se donner un peu plus de temps pour changer, puisque la transformation digitale, ça va prendre 5 à 10 ans, voire plus. Le fait qu'il y ait ces réglementations, dans certains cas, ça peut permettre de se protéger par rapport à d'autres acteurs. Alors bon, bien sûr, pour les nouveaux acteurs, c'est plus difficile compte tenu de cela. Mais il y a par exemple le cas de la DSP2 aussi, donc la directive sur les services de paiement, qui offre beaucoup d'opportunités à des nouveaux acteurs. Bon, c'est plus un problème pour les banques que pour les assureurs, mais je vois des assureurs qui profitent de la DSP2 pour faire de l'agrégation bancaire. Donc c'est intéressant de le noter. Alors, il y avait des questions de la salle, là, qui malheureusement ne s'affichent plus, mais il y en avait une qui était intéressante pour savoir si on n'était pas déjà passé un petit peu aux problématiques dites de seconde génération par rapport aux problématiques, par exemple, Airbnb avec les modes d'économie collaborative. Qui est-ce qui souhaite répondre, peut-être Laurent ? Oui, je veux bien répondre. C'est bon ? On entend, oui. Oui, non, mais effectivement, la question est tout à fait pertinente. Hein. Je crois que la digitalisation, il ne faut pas en parler au futur, c'est actuel, et l'économie collaborative, elle existe. La question est de savoir comment on va l'intégrer dans nos sociétés d'assurance. Parce que sur ce type de sujet, on a quand même une spécificité, c'est que l'assurance n'est pas une activité nouvelle. Il est plus facile quand on part from scratch d'une activité, en création d'une activité ou en création d'une entreprise, de tout structurer parfaitement pour que l'ensemble des process et des outils répondent à un objectif de digitalisation, de collaboratif. C'est beaucoup plus compliqué quand on part d'une entreprise qui a des milliers et des millions de clients, de sinistres, de données, et qui part d'un système informatique qui s'est développé par agrégation de génération en génération et de pansements et de sparadrap sur des jambes de bois. Donc c'est quelque chose qui est plus compliqué. Pour autant, je crois que quand on regarde, tout à l'heure c'était la question des contraintes, contraintes de réglementation, et qui sont réelles, hein, ça a été évoqué, Solva 2, c'est terrible. Hein, alors ça lutte contre le chômage, hein, c'était une question, parce qu'au moins on embauche des gens pour travailler sur Solva 2, donc à défaut de vendre, on contrôle, donc c'est aussi une façon de gérer notre activité, mais c'est un vrai souci. Maintenant, ce que j'évoque souvent dans les équipes, il ne faut pas que ce soit une excuse pour ne pas faire, parce que vous avez toujours les tenants, et on est dans des situations de changement. J'évoquais la notion de culture managériale, et quand on
quand on souhaite changer les choses, on déstabilise. Et donc, vous avez tout un tas de collaborateurs, vous l'avez bien remarqué d'ailleurs au début, nous sommes tous assez jeunes autour de la table, qui ne sont pas forcément de cette génération X ou Y ou Z, et se sentent un petit peu en difficulté, et donc trouvent des excuses. Et là, la réglementation vient comme une excuse, en disant bah, « Regardez, on ne peut rien faire, on voudrait bien, mais on ne peut pas, ce n'est pas nous, ce sont les autorités de tutelle. » Et là, il faut leur dire, je crois, ce que l'on dit traditionnellement à des managers commerciaux quand ils viennent vous expliquer qu'ils n'ont pas fait leurs objectifs, parce qu'il y a 2 de leurs collaborateurs qui sont en maladie, la 3e est enceinte et le 4e est en congé. Je leur dis, tu as 15 personnes dans l'équipe, tu en as donc 10. Est-ce que les 10 autres ont fait le job? Et là, c'est pareil. OK, on a des contraintes liées à la réglementation. Est-ce que tout ce qui n'est pas soumis à contraintes et que nous pouvons faire a été fait, bien fait jusqu'au bout? Et ça, c'est le premier point qui permet déjà d'avancer sans trop de douleur. Zouhair, vous souhaitiez peut-être... Alors, j'ai le sentiment qu'on a souvent tendance à trouver des raisons, et parmi ces raisons, c'est de se dire, de toutes les manières, avec tout ce qu'on est en train de mettre en place, l'évolution dans ce sens est assez lente, et il n'y a pas suffisamment de preneurs pour qu'on puisse accélérer le processus. On va l'accompagner progressivement, il n'y a pas de mal si ça prend plus de temps qu'il n'en faut. Mais on oublie un élément extrêmement important. Aujourd'hui, nous vivons encore dans une société qui nous présente un caractère hybride. Il y a la plupart d'entre nous qui avons vécu l'ancienne manière de faire, avec les papiers, avec le contact direct, et puis il y a une génération qui est en train d'arriver, qui est née dans le digital, qui aujourd'hui consomme au travers de son smartphone, consomme au travers de son ordinateur, ou que sais-je, et qui, elle, demain, sera présente sur le marché et qui fera fi totalement de tout ce dont on est en train de parler et qui aura ce besoin et on ne sera pas prêt là pour la servir. Donc du coup, ce qui est dit par tout le monde aujourd'hui, c'est non seulement il va falloir le faire, mais il va falloir accélérer. Et ce changement de culture vient sous 2 angles. Un, il va falloir sensibiliser, certes, mais il va falloir insuffler et injecter ces nouvelles personnes qui réfléchissent différemment et qui, elles, sont nées dans le digital pour essayer de créer une nouvelle mentalité, une nouvelle culture dans nos entreprises respectives et accompagner ce processus. Parce qu'il est clair, il est inéluctable. Alors, je vais profiter de votre présence, toujours Zouhair, puisqu'il y avait une des questions posées sur l'impact de la réglementation marocaine sur tout ce qui était identification électronique. Je pense que vous êtes peut-être le mieux placé pour nous éclairer. Alors, au Maroc, il faut distinguer 2 choses. Il y a certes la réglementation, mais il y a la loi. Quand on parle la dématérialisation, il faut considérer que nous avons besoin d'abord de rendre possible la signature électronique, les archives électroniques, peut-être lorsque un dossier passe devant la justice, qu'on puisse s'appuyer et se baser sur des documents électroniques. Et là, sans cela, toute autre réglementation ne permettra pas grand-chose. Bien sûr, quand on va dans la réglementation, il va falloir aussi se prononcer sur le mode de distribution. Aujourd'hui, au Maroc, nous sommes encore sur un mode classique qui a toujours existé et qui dans toutes les grandes nations qui ont commencé la science dès le départ, les agents exclusifs et les courtiers. La banque assurance est timide parce qu'il y a des choses qu'on peut distribuer et pas d'autres, encore moins une distribution au travers des réseaux digitaux. Et il y a aussi tout le processus que nous avons en termes réglementaires à homologuer des produits avant de les commercialiser. Ça nous met dans une espèce de lenteur et puis ça nous met dans une espèce de réactivité pas tout à fait idéale pour répondre aux besoins du marché. Et puis, il y a quelque chose de très important, c'est la protection des données. Il va falloir huiler et puis accélérer et faciliter les démarches pour essayer, certes, de respecter cette protection, mais pouvoir la mettre en œuvre assez rapidement. Alors ça fait le lien avec une des questions qui est également posée sur le respect de la vie privée par rapport à la digitalisation. Et là, peut-être, Laurent, comment on peut concilier, en effet, ces principes de respect de la vie privée avec cette avancée de la connaissance?
Non, je crois que les règles, elles s'imposent à tous. Et en France, on a un superbe établissement, la CNIL, qui nous permet de travailler tranquillement là-dessus, en fait, qui nous contrôle beaucoup et qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, ce qui est terrible à avoir, c'est que sur ce respect des données qu'il faut avoir, il y a effectivement une ligne jaune à ne pas franchir. On se rend compte qu'on a une deuxième CNIL qui est parfois en interne, où un certain nombre de collaborateurs, j'évoquais tout à l'heure le besoin d'avoir des choses qui n'étaient pas très compliquées, hein, avoir un mail et avoir un téléphone portable, ça semble évident pour pouvoir échanger avec ses clients, ses sociétaires. Or, nos bases de données sont mal renseignées et parfois nos propres collaborateurs se limitent, alors que quand on regarde ce qui se fait quand même dans l'environnement, un client lambda donne l'ensemble des informations que Pizza Hut ou Sarenza.com souhaitent avoir. Toutes ses données personnelles, sa taille de pointure, sa carte bancaire, son adresse, ses habitudes. On le donne sans difficulté à un vendeur de pizza qui emploie des gens intérimaires pour lesquels la fiabilité, parfois, vu la rotation des équipes, peut être limitée. Alors que quand nous travaillons dans des compagnies d'assurance ou des banques et qu'il y a un certain nombre de suivis, d'homologation et de contrôle qui me semblent bien plus importants, on se sent coupable ou craintif de poser un certain nombre de questions. Donc oui, c'est un vrai débat. Il faut que l'on puisse travailler avec les nouveaux environnements technologiques que nous avons, mais je crois qu'il ne faut pas que nous nous créions de barrières ou de contraintes supplémentaires plus que nécessaires. Cyril, oui, peut-être juste un élément de complément, parce que c'est vrai que le droit n'est pas stabilisé en la matière. Et on voit bien que d'un pays à l'autre, il y a d'énormes différences, même de perception. Est-ce qu'on est prêt à partager, sans même parler de données de santé, qui sont encore un sujet très spécifique, mais est-ce qu'on est prêt à partager des éléments nous concernant avec d'autres? Oui, non. Est-ce que même entre les générations, on a la même vision? C'est extrêmement différent d'un pays à un autre. Je voudrais juste vous donner un exemple. Nous faisons beaucoup d'assurance moto en Italie. On assure 10% des motos neuves vendues en Italie. En Italie, c'est le pays européen sur lequel la black box, donc l'enregistrement de données, a le niveau de pénétration le plus fort, puisque 80% de nos clients qui prennent une assurance moto en Italie prennent une black box sur laquelle sont enregistrées toutes leurs données de conduite. Donc on voit bien qu'il y a de l'Italie, qui est vraiment l'exemple européen de ce point de vue, l'Espagne, la France, des attitudes complètement différentes sur une question qui finalement apparaît relativement simple. Est-ce qu'on est prêt à ce que quelqu'un connaisse la façon dont on conduit son propre véhicule, en contrepartie de quoi il peut y avoir un rabais tarifaire? Un pays dit oui, et sous prétexte que les Alpes nous séparent, un autre pays dit non. J'avais une question complémentaire à cet égard sur les données. Est-ce que vous sentez quand même une différence d'appréciation selon le domaine dans lequel on est? Pour être très concret, est-ce que vous avez le sentiment, et ça rejoint un petit peu par rapport à ce qui était dit en matière d'utilisation des données dans un cadre prédictif, est-ce que les choses sont plus faciles, pour dire les choses, en automobile qu'en santé? Oui, c'est une évidence. Déjà en santé, nous avons le Conseil de l'ordre, qui est un organisme complémentaire et qui est bien sûr vigilant à cela. C'est logique. J'espère qu'il y a moins d'intuitus personnels pour une personne vis-à-vis de sa voiture et de son véhicule que vis-à-vis de la santé de sa famille. Donc c'est une évidence. Maintenant, là aussi, la question sera la manière dont on l'utilise, dont on utilise ces données de santé. Il y a un certain nombre de tests et un certain nombre de pays qui ont développé des produits ou de supports, et ça a été évoqué ce matin, où des démarches avec un cercle vertueux entraînent une baisse de cotisation. Hein. Je m'engage à faire du sport, je ne fume pas. On n'est pas dans la donnée, là, je me fais faire une prise de sang où je fais vérifier mon cholestérol, qui serait encore plus une donnée pointue et qui serait très difficile à y manipuler et qui certainement ne serait pas souhaitable. Je pense que là aussi, sur la santé, il y a une frontière entre le bon comportement que je peux afficher, après tout, être sportif,
ne pas fumer, je pense que ça peut être dit et ça peut être valorisé. La limite est certainement à ce niveau-là. Sur les véhicules, comme on l'a dit, c'est vraiment un problème de culture parce que c'était évoqué sur la moto, mais nous avons une grosse filiale en Italie et ils explosent le niveau d'utilisation des box sur la manière dont on conduit, en automobile aussi, donc moto et auto, et c'est pourtant effectivement simplement une chaîne de montagne qui nous sépare et culturellement on est très proches. Bon, je pense que les choses évolueront. Une question pour M. Bensaïd, qui vient de la salle également. Comment ça se situe l'intermédiaire d'assurance? Quelle place pour lui? Alors, je l'ai cité auparavant, toute cette transformation est une transformation globale. C'est l'ensemble des acteurs du marché qui doivent, qui doivent épouser ce genre de transformation. Et les intermédiaires ont leur rôle à jouer. Maintenant, est-ce que leur rôle va rester identique à ce qu'ils font aujourd'hui? Je ne le pense pas. D'ailleurs, celui des compagnies d'assurance non plus. C'est une autre manière de faire, c'est une autre approche. C'est comme si on arrivait face à certaines opérations qui avaient un certain process et on le transforme. Les intermédiaires excellent dans leur interaction commerciale. Aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'ils se focalisent sur le contact du client, sur son accompagnement, et tout ça appuyé sur tous les éléments et les supports digitaux, notamment, qui leur seront apportés par les compagnies d'assurance. Mais il est indéniable que nous ne pourrons pas faire l'économie un peu de ces intermédiaires. Pour compléter ce point, en fait, l'évolution que nous on voit pour les agents, on va dire, c'est d'une part d'intervenir un peu moins en acquisition de clientèle, mais plus en équipement et en fidélisation de clientèle, et d'avoir des systèmes de rémunération qui prennent ceci en compte. Donc, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et le deuxième point, c'est avec le développement des services dans l'assurance, il y a besoin de techniques, de technicité, par exemple pour vendre un boîtier connecté avec des détecteurs de différentes choses, pour vendre de la flotte automobile avec de la télématique. Ça nécessite un peu plus de technicité. Donc, les agents ont un rôle à jouer dans ces domaines un petit peu plus techniques où on met plus de services dans l'assurance. Voilà, donc c'est simplement pour illustrer ce point. Alors, il nous reste moins d'une minute d'intervention. Parmi les questions, il y en a deux là que je retiens. Il y a celle sur finalement un exemple de blockchain en assurance. Alors, je le signale quand même à l'auditoire du côté de la Fédération française de l'assurance. Nous sommes en ce moment même dans une phase d'expérimentation relative à l'application d'une loi nationale qui est intervenue il y a 2 ans sur la résiliation à tout moment au-delà d'1 an en assurance automobile pour la fluidité de l'information entre l'assureur qui succède au premier que l'on quitte. Donc là, on est dans une phase expérimentale et on va voir ce que ça va donner. Et puis également, une dernière question, est-ce qu'on est préparé à l'ubérisation et à la googlisation? Ça sera peut-être le mot de la fin, puisqu'on me demande de clore cette intervention. Je remercie en tout cas les participants à ce panel et à votre nom en tous, je vous demande de les applaudir. Voilà. Merci.